Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle émission. J'espère que vous êtes bien installés chez vous. Et aujourd'hui, donc, on va aborder un sujet que vous avez été nombreux à demander, qui est hôtel, toutes les étapes décisives pour une bonne ouverture. Donc, que votre hôtel soit ouvert d'ailleurs ou pas, c'est une présentation et une petite émission qui peut vous être utile parce que ça reprend un certain nombre de choses que vous pouvez faire même 3 mois après l'ouverture finalement. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Pierre-Yves. Pierre-Yves, du coup, je vous laisse vous présenter. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Et en premier lieu, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je m'appelle Pierre-Yves Le Gall, j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai 2 formidables enfants. Actuellement, je travaille sur entre guillemets, deux casquettes. J'ai passé presque les 9 dernières années en tant que consultant. J'accompagnais des petits groupes hôteliers, des porteurs de projets, des investisseurs sur la création, la conception et l'exploitation d'hôtels. Donc parfois le plus souvent sur des concepts qu'on va appeler singuliers ou atypiques. Et en deuxième lieu, je suis aussi l'heureux propriétaire d'un établissement à Nantes que je suis actuellement en train de rénover pour une réouverture pour la fin d'année 2021. Le but et d'ouvrir un établissement sur Nantes dont je pense j'aurai l'occasion de parler un peu plus tard ensuite. Et en dernier lieu, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis quelques années, c'est que j'enseigne également le marketing hôtelier, donc sur la création d'identité, de parcours client, l'ADN de marque en hôtellerie. Je partage ça avec des étudiants à la fois généralistes et spécialisés en hôtellerie. Et mon parcours avant tout ça, j'ai eu une formation assez classique, d'abord du marketing, ensuite de l'hôtellerie, puis j'ai d'abord commencé sur la partie restauration, sur la gestion d'établissement aux États-Unis, puis au Maroc, et puis j'ai eu la chance d'exploiter des petits hôtels au Maroc et dans le sud de la France. Donc voilà un peu mon parcours et ce que je fais aujourd'hui. Et encore une fois, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Génial. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. En tout cas, vous pouvez contacter Pierre-Yves après l'émission. Je pense qu'en effet, au-delà d'être hôtelier, c'est partage d'expérience pure. C'est toujours intéressant d'avoir les conseils d'un consultant avisé. Donc voilà. Donc pour démarrer l'émission, comme d'habitude, on va parcourir le sommaire. Donc Good Morning Amenities, vous le savez, c'est votre émission préférée bien sûr, qui a lieu tous les mardis à 14h, donc pour traiter des sujets autour du milieu, dans l'hôtellerie, l'hébergement, etc. Donc aujourd'hui, on va te parler des étapes décisives pour une ouverture d'hôtel réussie. Donc pareil, si votre hôtel est déjà ouvert, ce sont des choses dont vous pouvez tout à fait vous inspirer également. Donc une des étapes, c'est évidemment définir un bon concept. Autre étape, c'est bien exploiter son établissement. Ensuite, on va partager des astuces pour booster vos performances dès le départ. Et enfin, notre moment préféré, qui est le moment du cadeau. Donc c'est parti pour le Good Morning Amenities et on commence par les étapes décisives d'une ouverture réussie. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de réaliser une étude de marché. Donc, qu'est-ce que c'est une étude de marché? Vous le savez, l'idée, c'est vérifier la viabilité commerciale de votre projet. Donc, vous pouvez le faire vous-même, si vous avez les compétences, ou vous pouvez faire appel à un consultant qui va vraiment être expert en hôtellerie. Donc, c'est très, très simple. L'idée, c'est de bien valider s'il y a vraiment un potentiel d'activité hôtelière pour l'établissement que vous avez choisi. Réfléchir au profil des clients par rapport à la zone sur laquelle vous allez vous installer. Et bien évidemment, cette clientèle va être liée au concept d'hôtel que vous avez envie de transmettre. Donc, en fait, il faut un petit peu faire tout ça. Donc, justement, Pierre-Yves, est-ce que vous pouvez nous dire, par rapport à l'étude de marché, comment vous l'avez réalisée, justement, de votre côté? Ou si c'est quelque chose que vous avez fait ou pas fait. C'est une étape... Alors, c'est une étape essentielle dans un projet hôtelier. Bien entendu, j'ai réalisé une étude de marché. Alors, il y a plusieurs types d'études de marché. On peut en faire des lights et des flashs, comme on appelle, avec juste un instantané, une photo du marché
tel qu'il peut être à l'instant T. Et on peut en faire des plus élaborés. On va vraiment travailler la zone de chalandise tant sur le marché business, sur le marché MICE, sur l'attractivité touristique. Et ça, il y a un grand nombre de cabinets ou des consultants indépendants, mais l'avantage des cabinets, entre guillemets, dont c'est le métier avec une grande récurrence, c'est qu'ils agrègent quand même un grand nombre d'informations. Une étude de marché donne ce que je souhaite dire, c'est qu'une étude de marché d'un instantané va vous donner une information, va pas vous livrer l'intégralité du projet et un oui ou un non, parce qu'en règle générale, c'est souvent un peut-être. Ou peut-être oui, mais non, mais ça pourrait être profitable avec un certain nombre d'ajustements. Sur l'étude de marché, de par mon expérience, surtout sur des ouvertures d'hôtels par des porteurs de projets, des investisseurs, il y a deux embûches qu'il faut éviter sur l'étude de marché. C'est l'étude de marché commandée par la municipalité ou la métropole, parce que souvent, ils sont à la recherche d'investisseurs, ils sont à la recherche de porteurs de projets, et la métropole ou la collectivité, en tout cas, va automatiquement pousser pour un choix souvent politique. Pour se dire, dans ma ville, il me faut un hôtel 5 étoiles ou il me faut un 4 étoiles parce que ça fait joli sur le papier, ça fait joli sur le mandat. Mais en règle générale, dans 80% des cas, c'est pas une donnée fiable, mais dans la grande majorité des cas, une étude de marché commandée par une métropole va toujours vous dire il faut un gros hôtel et il faut un positionnement plutôt premium ou haut de gamme. Et en règle générale, ce sera challenger par une étude de marché indépendante. Et sur l'aspect indépendant, externe, c'est la deuxième embûche, externe, et qu'elle ne soit pas aussi commandée par, et ça c'est souvent le cas, par une marque ou un franchiseur. Aujourd'hui, on a beaucoup de porteurs de projets qui arrivent avec une idée en se disant telle marque ou tel groupe hôtelier nous propose un bâti ou un terrain, et l'étude de marché qu'ils nous ont donnée dit qu'absolument tous les feux sont au vert pour ouvrir un 2 étoiles, un 3 étoiles, un lifestyle, un boutique, un gros porteur. Et par expérience aussi, ce sont des outils intéressants pour le montage du projet, mais c'est encore une fois à challenger et à questionner comme étude de marché. Et pour être tout à fait franc, sur mon projet, j'ai réalisé une étude de marché, mais sur un point très spécifique, et je pense que c'est quelque chose qui est très important lorsqu'on va parler de concept hôtelier, surtout en 2021-2022, c'est qu'on va beaucoup parler de tiers-lieux. Aujourd'hui, on va chercher des activités supplémentaires à l'activité d'hébergement, à l'activité de restauration. On va vouloir intégrer du commerce, du retail, de l'événementiel, du bien-être et autres. Et sur mon projet, en tout cas, l'étude de marché a été finalement une étude de marché inversée, c'est-à-dire que j'avais un grand rez-de-chaussée, un espace sur lequel je voulais une troisième brique, entre guillemets, en plus de l'activité d'hébergement et de restauration. Et ça a été une étude inversée en se disant, OK, j'ai ce local, j'ai cet espace, qu'est-ce qui manque dans ma zone de chalandise sur mon marché en termes d'attractivité commerciale, en termes de maillage commercial. Et donc, on peut aussi réfléchir là-dessus en se disant, c'est pas le but de savoir où est-ce que je peux mettre mon hôtel ou quel positionnement, c'est qu'est-ce que je peux rajouter et qu'est-ce que le marché attend vis-à-vis de la place de marché. Donc, c'est une étape essentielle. Après, si le but, c'est de racheter un établissement qui existe déjà, qui a déjà une clientèle établie, qui a un positionnement, on va dire, géographique dans un grand cœur de ville ou périurbain et qui fonctionne, l'étude de marché n'est pas… vous pouvez faire une étude flash pour essayer de sentir un peu le… C'est ça. On peut faire une version un peu light pour améliorer, quoi. Voilà. Mais si le projet, c'est de dire il faut ouvrir un 25 clés dans une zone rurale assez excentrée parce qu'on a le sentiment que le conseil départemental ou la municipalité veut ouvrir de l'écotourisme là-bas, peut-être que c'est un bon projet, mais c'est aller là où personne n'est, c'est à double tranchant, soit c'est l'idée du siècle, soit si personne n'y est, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc c'est surtout sur des projets très atypiques, donc du balnéaire, de l'extrêmement rural. Sur ces projets-là, une étude de marché, c'est obligatoire et l'étude de marché la plus indépendante possible. Top, hyper clair. Donc voilà, je pense que c'est plus clair pour tout le monde. Et bien pour la partie justement étude de marché. Ensuite, bien le budget, parce que c'est quand même important quand on ouvre un établissement, il faut impérativement établir un business plan.
Le but, c'est de savoir eh bien, la faisabilité du projet, définir ce que vont représenter les différents coûts et évidemment les bénéfices et le chiffre d'affaires potentiel que vous pouvez en tirer. Nous, d'ailleurs, c'est assez marrant. On est souvent contacté par des établissements hôteliers qui vont ouvrir un an et demi plus tard et qui nous contactent eh bien, pour savoir combien va leur coûter le site internet, combien va leur coûter le channel manager, le PMS, le système de réservation, parce qu'ils établissent vraiment un budget dans tous les détails. Donc, on donne quelques exemples de budgets auxquels il faut penser. Bon, évidemment, il y a les coûts de construction, c'est assez évident, mais ça peut être aussi /rénovation. Parce que quand vous récupérez un hôtel, nous, on le voit avec tous nos partenaires, vous avez quand même envie, normalement, d'ajouter votre patte. Donc ça fait partie des choses à prendre en compte, faire un état des lieux et se dire, OK, combien ça va me coûter pour que ça me convienne et que ce soit l'image que je veux projeter. Donc, bien évidemment, si on est dans la construction pure, il y a la notion de nombre de chambres, mais également, quand on reprend un établissement, moi, j'ai pas mal d'hôteliers qui partaient d'un 25 chambres et ont décidé de changer complètement, de faire des chambres plus grandes et finalement d'avoir uniquement une dizaine d'unités. Ça fait partie des choses que je vois. Enfin, je ne sais pas, Pierre-Yves, si vous avez déjà eu ce cas de figure, mais moi, je le vois très fréquemment, pour le coup. Le nombre de chambres, c'est souvent le facteur principal qui fait la réussite ou en tout cas la faisabilité d'un projet. Ouais. Effectivement, alors parfois on peut influer sur le nombre de chambres. Très souvent, c'est une donnée contrainte, mais effectivement, les coûts de construction sont à anticiper, sachant qu'ils ont beaucoup plus tendance à évoluer quand on est sur de la réhabilitation plutôt que sur du neuf. Le neuf, c'est assez lisible, on arrive à avancer suffisamment rapidement sur le budget. Et effectivement, c'est préparer un budget de construction, mais c'est effectivement tout ce qui va se rajouter en plus, donc ce qu'on va appeler les FF&I, donc tous les équipements. Les FF&I, c'est très simple pour que vous compreniez ce que sont des FF&I, ce qui n'est pas dans un hôtel. Vous prenez votre hôtel, vous le retournez, tout ce qui tombe sont des FF&I. Donc tous les équipements, les décorations, les aménagements sont les FF&I et on est selon le curseur. Et j'allais parler de curseur parce qu'au moment du business plan, c'est ce que vous allez faire. Vous allez déplacer des curseurs en termes de niveau d'équipement, de niveau de confort, aussi en termes de prix moyen, parce que votre étude de marché, ou en tout cas la manière dont vous avez analysé le marché, va vous dire le prix moyen, il est plutôt à tel niveau, et est-ce que je suis plutôt préventif, quelle va être ma stratégie, parce que le BP, finalement, il dit tout. Il dit tout en chiffres. C'est l'objectif. Ma stratégie. Quelle est ma stratégie de nombre de chambres, de positionnement? Est-ce que mon positionnement, il est, sans faire un très long cours de marketing, est-ce que c'est de l'alignement? Le marché est à 100, je me mets à 100. Est-ce que c'est de l'écrémage en disant, moi, je vais être beaucoup plus haut de gamme et je vais monter en termes de gamme et je vais me positionner beaucoup plus en termes de prix moyen. Et donc, du coup, il va falloir que je sois un peu plus prudent sur mon taux d'occupation parce qu'il aura, sa montée, son taux d'occupation sera beaucoup plus longue. Ou est-ce qu'à l'inverse, je me dis, le problème de ce marché, c'est qu'il y a personne qui le pénètre, on va dire, de manière agressive en disant, moi, je veux aller chercher du taux d'occupation, quitte à perdre un peu en termes de prix moyen. Et donc, du coup, toutes ces stratégies-là vont jouer sur taux d'occupation, prix moyen. Et ensuite, effectivement, sur les aspects de saisonnalité, les variétés de clientèle, c'est effectivement très important. Quelle est ma partie business, quelle est ma partie loisir, des concepts ou en tout cas des projets hôteliers qui sont trop ciblés sur la partie loisir. Souvent, c'est un peu l'image qu'on a souvent sur des néo-hôteliers, de se dire mon hôtel, il est purement loisir, vacances, sauf qu'on oublie une donnée encore une fois contrainte. Une semaine, c'est 7 jours, c'est 5 jours de semaine et 2 jours de week-end. Et 5 semaines de congés payés de manière générale sur 5 jours. Donc, le gros du business, c'est de l'affaire. C'est du domestique et c'est de l'affaire. Donc, c'est très juste. Ce sont des données très simples sur la clientèle. Et puis, en dernier lieu, sur le business plan, le piège dans lequel il ne faut pas tomber aussi, c'est de sous-estimer que vous avez appelé les coûts d'exploitation, mais moi, ce que je vais appeler le millefeuille. Le millefeuille de, tiens, je peux louer mon eau microfiltrée, ce n'est que 100 € par mois. À mon PMS, ce n'est que 11 € par mois et par chambre. Et mon site internet, au fait, je peux ne pas le payer parce que je vais payer X € par mois. Et puis ma machine à café. Et puis et au final, c'est surtout la manière dont l'ensemble des outils qui sont ultra utiles et ultra importants dans la gestion d'un hôtel. Mais il ne se passe pas une journée
font qu'un porteur de projet ou un hôtelier soit démarché, consulté sur est-ce que vous voulez une application, est-ce que vous voulez une borne de self-check-in, est-ce que vous voulez mettre de la musique dans votre chambre. Et à chaque fois, ce sont des modèles économiques. Vous n'achetez pas les choses. C'est que vous êtes sur du entre guillemets, une sorte de leasing, d'un abonnement. Et on se rend compte à titre perso qu'on se retrouve avec plein d'abonnements, Spotify, Netflix, Canal+, Télépéage et compagnie. Et finalement, c'est très, très indolore au départ. Mais au final, quand on regarde le bilan d'un hôtel, c'est ce qui va finalement impacter la rentabilité. Donc, sur cette partie, cette étape du business plan, c'est comment je fais extrêmement attention à ce millefeuille de charge qui peut aller très, très vite et qui peut être très impactant à terme sur la rentabilité de l'hôtel. Tout simplement. Sur les charges fixes. Sur les charges fixes, surtout parce que ce qui fait la beauté et la rentabilité d'un hôtel, c'est le fait qu'il y a assez peu de charges variables. Parce que finalement, que vous vendiez vos 20 chambres ou 30 chambres le soir même, vos charges fixes seront relativement les mêmes. Donc la manière dont vous fixez, pour sans mauvais jeu de mots, ces charges, et vous faites en sorte de les maîtriser, c'est ça qui fera votre rentabilité. Donc de la dernière ou des 10 dernières chambres vendues. Donc c'est le point, à mon avis, hyper important, au-delà du fait que le business plan, il compacte tout. Il compacte votre étude de marché, votre positionnement de marketing et la manière dont vous allez chercher les financements. Donc c'est l'étape essentielle. Il vaut mieux perdre du temps sur cette étape-là. C'est important de perdre du temps. C'est un indispensable. De dire que 2 semaines, je prévois 1 mois et demi sur le cadre du business plan. Clairement. Complètement d'accord sur le sujet. Alors après, là, on va passer rapidement dessus parce que c'est juste une petite, on va dire, étape, mais il y a quand même la financement et recherche d'investisseurs. Donc ça, la recherche d'un financement mûr et fonds passera évidemment par une étude de faisabilité. Bon, ça, c'est clair et net. Donc, il faut que l'établissement dispose d'un emplacement de qualité. Il faut que l'établissement soit évidemment en phase avec les attentes de la clientèle. Et donc, on revient au point d'avant, avoir un business plan qui est carré, qui est solide et concret. Donc voilà, je ne sais pas si Pierre-Yves, vous êtes passé par des investisseurs ou un financement de banque. Je vais faire très rapide sur cette slide-là. On va vulgairement parler un peu d'argent, mais le fait est, alors en premier lieu, murs et fonds, on peut être uniquement sur un fonds. On a en tête qu'il faut absolument les murs, mais si je vous rassure, si votre loyer et votre bail est neuf, donc sur 9 ans, 3,6,9 sur 9 ans, et que le loyer est relativement raisonnable, quand je dis raisonnable, en province hors Paris, ça va être resté entre 10 et 12% du chiffre d'affaires, il vaut mieux avoir uniquement le fonds. Et effectivement, sur la recherche de financement, c'est à la fois montrer qu'il y a un projet costaud avec un business plan, de montrer qu'on est peut-être néo-professionnel ou qu'on est néo-professionnel mais qu'on a cherché à se former. Aujourd'hui, c'est un fait, les banques prêtent plus facilement aux professionnels, des gens qui ont déjà une expérience, qui ont déjà été salariés ou qui se sont déjà formés à l'aspect hôtelier. Et en dernier lieu, il n'y a pas que les banques. La banque, c'est bien sûr un interlocuteur principal, c'est celui qui va apporter le plus gros d'argent, mais ça peut être également un pool bancaire, donc 2 banques ou 3 banques ensemble qui vont partager le risque. Ça peut être la BPI, ça peut être, en ce qui me concerne, j'ai eu un petit prêt de la région Pays de la Loire. En ce qui me concerne, j'ai eu aussi un petit prêt d'une association qui s'appelle Initiative, qui accompagne des jeunes porteurs de projets. Ce sont des toutes petites enveloppes, mais à chaque fois, quand il y a plein de choses finalement. Et puis, vous pouvez chercher des associés si c'est un projet qui en tout cas, montre et promet une belle rentabilité. Aller chercher des investisseurs, aller chercher un bon tour de table aussi avec des investisseurs externes, ça peut se faire. Et donc, c'est on peut aller chercher un petit camailleux d'investisseurs et un bel assemblage de plein d'investisseurs et pas uniquement une banque qui va financer le tout. C'est pas forcément une source. Ça peut être un assemblement de divers parties. Alors maintenant, on va faire un petit focus sur les formalités. Donc, c'est vrai que quand on ouvre un établissement hôtelier, il y a un certain nombre de formalités, il y a des assurances, il y a des déclarations à faire. Donc, on a un petit peu récapitulé tout ça. Donc, la première chose, c'est la déclaration d'exploitation. Donc, il faut déclarer l'établissement auprès de la préfecture avant l'ouverture. Donc, une déclaration sanitaire peut être demandée également selon le département dans lequel vous vous trouvez. Il y a évidemment l'obligation d'avoir une assurance de responsabilité civile professionnelle, la garantie de la perte d'exploitation, notamment pour couvrir en cas d'un sinistre important, et l'assurance clé. Bon, ça existe dans toutes les boîtes, c'est pas que dans l'hôtellerie. C'est évidemment en cas de perte significative due à l'absence d'un gérant, chef de cuisine, etc. Bon, ça, en général, c'est pour les plus grosses structures. Nous, c'est des choses dans le milieu,
on va dire des boîtes comme les nôtres, d'ailleurs comme Aminities, qui peuvent arriver. On a une assurance homme clé. Ça dépend évidemment d'une personne en particulier. Donc voilà rapidement pour les formalités. Je ne sais pas si Pierre, vous aviez des choses à rajouter avant la partie démarche juridique. Sur les formalités, sur les aspects assurance et on va dire réglementaires, il y a juste une chose à rappeler, que ce soit sur les aspects sécurité, incendie et accessibilité, toute la manière de la sécurité. Il y a juste une chose qu'il faut garder en tête, notamment pour des gens qui vont découvrir le milieu de l'hôtellerie. Il n'y a aucun autre commerce dans le paysage commercial où un client s'abandonne autant chez nous. Il dort chez nous. C'est vrai. Il va dormir avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants parfois. Il va totalement s'abandonner. Celui qui se rapproche le plus, c'est le coiffeur. Peut-être qu'on se fait faire le shampoing, on ferme les yeux, c'est peut-être là où on s'abandonne le plus. Mais ce que je veux dire pour blague à part, c'est qu'on a une responsabilité gigantesque en termes de sécurité et en termes de responsabilité vis-à-vis de nos clients. Ils s'abandonnent totalement dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, qui n'est pas le leur. Et donc, de ce point de vue-là, l'aspect de responsabilité est extrêmement important. N'oublions pas que on va, pendant le temps d'une nuit, c'est-à-dire entre 8 et 10 heures, être en charge de la paisibilité, mais aussi que le fait, au pied de la lettre, au sens littéral du terme, que le client dorme sur ses deux oreilles. Donc, c'est hyper important que ça soit compris. Il y a une notion de responsabilité à ne pas oublier, très clairement. Bon, évidemment, il y a tout un tas de démarches juridiques qui ne sont pas ce que l'on préfère en général, mais vous avez une forme juridique que vous devez choisir. Ça peut être une SAS, ça peut être une SARL. L'entreprise doit être créée en société commerciale, donc les statuts doivent être évidemment rédigés, déposés. La société doit toujours être immatriculée au RCS, donc Registre du commerce et des sociétés. Et le délai d'immatriculation est de 15 jours après l'ouverture, donc moi, je recommande toujours de le faire bien en avance, quoi. Est-ce qu'il y a une petite précision, peut-être, Pierre-Yves, sur ce sujet de la démarche juridique? C'est assez basique, finalement. Donc, j'avoue que moi, c'est les étapes que je transmets, parce que j'ai une grande chance, c'est que j'ai mon épouse que vous voyez là, qui est avocate, et donc du coup, je lui transfère un peu de charge mentale. Je vois qu'on a son petit mug, c'est important. Voilà, elle a son petit mot de la fête des mères. Mais effectivement, non, mais à part, je suis très bien accompagné là-dessus. Je suis plutôt bien loti et sur ces aspects de démarche juridique, j'ai été extrêmement bien accompagné. Mais bon, je suis pour le coup, le cordonnier est plutôt bien chaussé. Un mariage stratégique. J'ai fait la même chose, mon mari et mon associé. C'est important. Il faut quelqu'un de complémentaire. Ok, et après on va passer sur la partie concept qui est un peu plus fun que la partie formalité, la partie juridique, etc. Qui est le concept derrière. Donc, qu'est-ce que je vais proposer? Est-ce que je vais proposer un restaurant? Est-ce que je vais proposer un spa? Est-ce que j'ai envie d'être sur un créneau très luxe, évidemment avec une clientèle CSP+, etc. Est-ce que j'ai envie d'être un hôtel plutôt familial ou est-ce que j'ai envie de me mettre sur le modèle éco? Enfin, il y a plein de modèles et que vous devez déjà définir de base. Donc, après, là-dessus, justement, Pierre, expliquez-nous comment vous avez réfléchi à ça, la gamme que vous avez choisie, la clientèle peut-être que vous avez choisie, pour expliquer un petit peu aux personnes qui nous regardent comment on tranche sur ces sujets-là. Comment on tranche? Finalement, au tout départ du concept, il y a un pourquoi. Pourquoi je le fais, pour qui je le fais, et donc quelle est la vision générale. Au tout départ de chaque vision d'entreprise, c'est quelle est ma vision du projet. Donc, comment on tranche là-dessus? Donc, bien sûr, il y a l'étude de marché qui va nous dire le positionnement. Est-ce qu'on est luxe? Est-ce qu'on est éco, super éco? Il y a l'emplacement qui va jouer. Quelle est l'histoire de mon bâtiment? Quelle est l'histoire de mon site? Quelle est le maillage autour? En ce qui me concerne à Nantes, je suis à la croisée des chemins entre un très grand axe commercial. Je suis en face du ministère des Affaires étrangères et de l'autre côté, j'ai un quartier hyper résidentiel assez haut de gamme. Et c'est la manière dont on va faire rencontrer l'ensemble de ces clientèles. Donc, en premier lieu, c'est effectivement de se dire, et ça, là, on est plutôt sur l'aspect que j'appellerais plutôt programme plutôt que concept, c'est qu'est-ce que je vais faire? Donc, le nombre de chambres, est-ce que je vais faire des grandes chambres, des petites chambres? Comment je vais créer l'ensemble de mon parcours client? Quelle histoire je vais raconter derrière? Je parle souvent de pourquoi on le fait, c'est que
quand on commence à raconter un concept hôtelier, c'est commencer à parler des constats. En ce qui me concerne sur le constat, les constats que j'ai faits quand j'ai commencé le lieu-dit, c'est que je constate que on a dans beaucoup trop d'hôtels, exclu le service. On a exclu la réception, la restauration, le bien-être, le séminaire, la conciergerie, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus une très grande différence entre un hôtelier et quelqu'un qui va avoir un joli studio bien décoré sur lequel il va mettre une boîte à clés. Et ce qui fait l'importance d'un hôtel, c'est ajouter du service et réintégrer ces services et le considérer comme un commerce de proximité. Un hôtel, les hôtels ont trop souvent été considérés comme des établissements pour les gens qui viennent de l'extérieur de la ville. Or, c'est un commerce devant lequel on passe tous les jours. Donc, si on arrive à atteindre les locaux, les riverains, les extérieurs viendront parce qu'ils auront l'impression de sentir la réelle vibration d'une ville et le réel quotidien d'une ville. Donc, en fait, c'est qui on cible d'abord. Moi, sur mon projet, je me suis dit, le concept, je veux qu'il soit le plus sexy possible, non pas pour les gens qui vont venir de Paris, de Berlin, de Rennes ou de Bordeaux. Je veux qu'il soit hyper sexy pour les Nantais. Parce que si les Nantais viennent manger, se réunir ou boire un coup ou acheter quelque chose dans l'épicerie de l'hôtel, parce que j'en parlerai tout à l'heure, dans mon hôtel, la personne qui va venir de l'extérieur en disant mais pourquoi j'irais crapahuter dans toute la ville pour aller chercher le bon resto, le bon bar ou le bon lieu de vie si finalement mon hôtel le propose déjà. Ça, c'est un effet que j'appelle un peu l'effet Hoxton qui marche vachement bien, ce qui leur a permis de monter énormément en termes de gamme parce qu'ils vendent leur chambre entre 20 et 25% plus cher que tous les 4 étoiles de la zone parce que le client américain ou anglais il descend au rez-de-chaussée, il se dit mais pourquoi j'irais dans notre établissement, j'ai l'impression d'être parisien, de vivre à Paris et d'être totalement intégré à la vie sociale du quartier. Donc, c'est un effet que j'appelle un peu l'effet Hoxton. Et en deuxième lieu, c'est effectivement comment je définis mon concept ou peut-être mon non-concept. Parce qu'on parle beaucoup de concept. Oui, on n'est pas obligé d'avoir un concept derrière un hôtel. Hein. C'est vrai que concept, c'est un mot très… Bien sûr. Alors, il y a deux pièges. C'est je veux absolument faire un concept parce que je veux que ce soit original. Si votre hôtel est dans une zone de bureau où il y a des ministères, ou une zone commerciale, ou sur une zone balnéaire en front de mer, est-ce que vous avez besoin de créer un concept avec énormément d'aspérité, de relief sur votre offre? Probablement pas, parce que vous avez un marché qui suffit à lui-même et on va avoir une clientèle plutôt traditionnelle ou conventionnelle, et il n'y a pas besoin de recréer un parcours client disruptif, je déteste le terme, mais différent. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que moi qui évolue dans le milieu des startups, le terme disruptif, j'en peux plus. Il y a un temps de discuter. Et puis, il y a un truc moi qui m'énerve profondément, c'est que quand quelqu'un arrive en me disant j'ai un nouveau concept, et en fait, on se rend compte que le concept, c'est de la déco. Et la déco, c'est pas c'est pas un concept. La déco, c'est l'exemple que je prends souvent avec un immense respect pour le développement de cette marque. Mama Shelter, pour moi, n'est pas réellement un concept. Ils n'ont rien réinventé. Ils ont fait une déco formidable. Ils ont poussé des curseurs sur des éléments de décoration et autres qui sont géniaux et qui parlent vraiment à la clientèle. En revanche, on n'a rien révolutionné. Un concept, pour moi, quand on veut parler vraiment de l'aspect novateur d'un concept, c'est est-ce que j'ai modifié la manière dont je fais ma réservation, la manière dont je me check-in, dont j'ouvre ma porte, comment je communique avec mon client, est-ce que ce sont plus des lits doubles, mais ce sont des lits superposés, est-ce que l'arrivée des hostels, j'ai eu la chance de travailler sur l'arrivée de Generator, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé, j'ai 2 projets qui m'ont vraiment marqué il y a quelques années, c'est Generator et Yuma à Paris, où là, effectivement, on était sur du concept. Les lits superposés, le fait de pouvoir vivre à 6 dans une chambre de 21 mètres carrés. Là, on est sur quelque chose d'assez singulier. Ouais. Mais effectivement, un hôtel bien décoré n'est pas un concept. Donc, il faut se méfier, il ne faut pas trop se mettre la pression, surtout en se disant tiens, je vais créer un concept, mais en fait, au final, c'est juste de la déco. C'est l'image, en fait. C'est ce que vous voulez projeter, c'est votre patte, quoi, on va dire. Si vous accessez exactement. Du coup, on va récapituler un petit peu les choses, les 7 éléments qui couvrent justement les aspects. Donc, il faut, quand vous définissez qui vous êtes, ce que vous voulez construire, ça va être l'histoire derrière, les services que vous voulez proposer, les personnes, l'espace, l'identité, le contenu et les canaux. C'est valable pour toutes les boîtes. C'est vrai que Pierre, vous disiez tout à l'heure, quelle que soit l'entreprise, on réfléchit à pourquoi on fait ça.
C'est-à-dire qu'il y a toujours une mission derrière et il y a quelque chose qu'on veut construire. Donc, partez des bases, quoi. Nous, quand on a créé Amenity, c'était la même chose. On aurait pu se mettre sur des hôtels de 200 chambres ou de 100 chambres. Ben, c'est exactement ce qu'on voulait pas faire. Nous, on voulait, notre mission, c'était pour les petits, moyens indépendants. Et donc, si je peux vous donner un conseil, on va dire, de chef d'entreprise, entre guillemets, ne vous éparpillez pas. Il n'y a rien de pire. Parce que des opportunités, des idées, vous allez en avoir plein. Donc, restez sur un créneau, sinon c'est foutu. Voilà. Donc, ça, très simple. Et puis, à partir de l'histoire centrale, les composants sont interconnectés et ça formera quelque chose de cohérent si vous posez justement tous les éléments. Ensuite, définissez le rôle, enfin, quel est le but de votre hôtel. Moi, bon, le difficile à copier, ça dépend. C'est-à-dire que j'ai des partenaires, par exemple, qui veulent absolument avoir un concept unique. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Pierre-Yves, mais pas besoin forcément, quoi. On n'est pas obligé d'être difficile à copier. En attendant, si vous voulez être unique, réfléchissez à, si c'est votre valeur ajoutée, voilà. Oui, dites, pardon. Difficile à copier si il faut faire quelque chose d'extrêmement novateur et difficile à copier si le but c'est de développer sur un certain nombre de villes ou de places. Voilà. Ce que je voudrais souligner sur la slide précédente, c'est celle-ci, c'est moi ce que j'appelle l'ensemble des aspérités. Les aspérités, c'est ce qui donne du relief et ce qui donne, ce qui va faire des choses différentes. Et c'est pas forcément que des choses grandiloquentes avec de la façade ou des grands espaces. C'est je me rappelle d'un hôtel qui mettait énormément en avant ses collaborateurs et le guide d'accueil du client était exactement le même document que le guide d'accueil des salariés et les deux choses étaient hyper transparents et on parlait sur le même ton à ses salariés qu'à ses clients. Je me rappelle d'un hôtel en Allemagne où on s'est dit qu'en termes de parcours client, il y a une belle et grande, un beau gros saladier avec des petits morceaux de brioche avec du Nutella à côté. Quand on attend notre check-in, on peut manger une petite brioche avec Nutella. C'est des choses très très simples. Alors ça me plaît, ça. Projet Yuma, si on attend avec de la brioche et du Nutella, c'est pas mal. C'est l'ensemble de quand on parle de l'histoire, de l'identité du bâtiment, de ses engagements aussi, de son entre guillemets nous sur le lieu-dit, on parle parce que le projet à Nantes s'appelle le lieu-dit, on a parlé d'un manifeste parce on pense que oui. L'hôtellerie telle qu'elle doit changer, elle est presque politique, elle doit changer. Donc on a parlé de manifeste. Et en fait, si on définit l'ensemble de ces choses-là dans un manifeste, c'est grosso modo si je dois raconter cette histoire à mon futur client, à ma grand-mère ou à mes enfants. Comment je leur raconte, ou à mes futurs salariés, comment je leur raconte l'histoire, comment est venue l'histoire. Moi, à titre personnel, je vous partagerai pour ceux que ça peut intéresser, moi, j'ai raconté l'histoire de mon hôtel en écrivant une lettre à mes enfants. Parce que, en disant, voilà pourquoi j'aime l'hôtellerie, voilà ce qui m'énerve en hôtellerie, voilà les raisons qui font qu'un jour je me barrerai et j'arrêterai de le faire, mais comment aujourd'hui j'ai la possibilité éventuellement de créer quelque chose d'un peu différent et comment j'ai essayé de le faire pour essayer de faire en sorte que ce soit, qu'il y ait une vraie histoire. Donc, l'ensemble de ces aspérités, il y a une histoire, et puis je parlais du pour qui ou du pourquoi initialement, mais c'est ce qui vous permettra, quand vous parlerez de votre identité, de votre parcours client, de toutes ces aspérités de votre équipe, ce seront des prises de parole avec vos clients. Et je crois que c'est un peu le métier d'Amenities aussi, c'est de créer des prises de parole dans l'email d'avant-séjour, le pré-check-in, le post-séjour, qu'est-ce qu'il va y avoir sur mon donut disturb, mon application d'accueil ou mon guide d'accueil, ou les étiquettes sur mon petit déjeuner. Toutes ces prises de parole, la signalétique des chambres, autant de supports qui sont facilitateurs de transmission de messages. Et donc, du coup, si on est au clair là-dessus sur le rôle et le but, et en quoi on est peut-être innovant, mais peut-être pas, à un moment donné, on se dit, c'est l'ensemble de ces prises de parole et vous allez transmettre, et je pense que c'est hyper important. Et là, pour remettre un peu le truc au milieu dans le contexte actuel, on a un client qui est à la recherche de sens, qui n'a pas deux personnalités quand il consomme en grande surface ou quand il va en hôtel, quand il commence à consommer de manière plus responsable, où on veut qu'on lui montre un peu l'envers du décor. Je pense qu'en hôtellerie, c'est la même chose. Et donc, du coup, ces prises de parole sont hyper importantes. Et c'est, comme vous l'écrivez sur la slide, c'est au cœur de toutes les interactions. Donc, c'est un travail de dingue, parce qu'il faut le transmettre à tous les salariés. Moi, c'est la grande étape qui me prend. C'est là où je suis un peu en flip en ce moment, en disant, je vais intégrer des collaborateurs, il faut qu'on parle tous le même langage. Je leur montrerai peut-être cette vidéo. Si vous êtes bon en recrutement, ça ira. Il faut des personnes qui ont un petit peu les mêmes valeurs et le même ADN, et en général, ça coule tout seul après.
Donc ouais, c'est effectivement essentiel. Les prises de parole, réfléchir à ces prises de parole et comment je liste toutes mes aspérités. Je parlais de Yuma tout à l'heure, qui est un super projet. On s'est dit que c'était un projet, on voulait du plus, du plus, du plus, du plus, du plus. Alors peut-être parce que ça peut paraître un peu fouillis à la fin, mais entre le jardin sur le toit, le musée de la chaise design, le robot pour le check-in ou le lit palace et le fait qu'on ait une salle de sport ou des résidences d'artistes, en fait, on voulait du plus, du plus, du plus, du plus, ce qui fait que plus il y a d'hameçons à l'eau, plus on va multiplier à maximiser les chances d'avoir toutes nos cibles de clientèle qui vont adhérer à une de ces aspérités, à un de ces hameçons. Donc, il ne faut pas hésiter à en rajouter. Moi, je suis plutôt partisan de dire rajoutez-en un maximum. À la fin, ça trouvera sa cohérence et puis les choses qui marchent pas, on les enlèvera, on les virera. Mais il faut en rajouter. Il faut être un peu punk aussi parfois. Top. Génial. Et donc après, très rapidement, évidemment, vous allez définir l'espace, l'emplacement doit correspondre à son histoire, un espace agencé stratégiquement, tenir compte des normes culturelles et sociales, décoration intérieure qui vous correspond, pensez à l'impact que ça aura tout ça sur l'expérience client, et bien évidemment votre identité, donc aspect graphique, verbo-sensoriel, pensez à la musique peut-être que vous voulez avoir, et bien évidemment pensez au web qui est quand même votre seule vitrine aujourd'hui, donc c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. Après, toute la partie service, on en a parlé, donc on va le faire rapidement. Mais bon, voilà, pensez à tous les services essentiels ou pas, douche, wifi, ménage. Réfléchissez au niveau de service que vous voulez proposer à vos clients. Est-ce que ce sont des indispensables? Est-ce que ce sont des nice to have? Est-ce que ce sont des choses sympas à avoir, mais finalement, bon, ça colle pas forcément avec mon besoin. Et ensuite, pensez vraiment à votre contenu. On a fait un Good Morning Amenities là-dessus, donc on va pas forcément repartir sur ce sujet-là, mais pensez à votre histoire qui doit être cohérente avec votre identité visuelle. Votre image a une importance, ça passe par les mots, ça passe par les couleurs que vous allez choisir. D'ailleurs, c'était le premier Good Morning Amenities qu'on avait fait en émission. C'était sur le sujet de l'importance de votre image sur les polices que vous allez utiliser, les mots que vous allez employer, les couleurs, etc. Et tout ce contenu, c'est une façon aussi de parler de vous, de communiquer avec votre public, de maintenir un contact avec vos autres et de vraiment de les marquer. C'est ça qui est important. Contenu, image, photo, couleur, mots, c'est ce qui va marquer vos clients et qu'ils vont se souvenir de vous. Je pense que vous me l'accorderez, Pierre-Yves. Je vous l'accorde. Ce qu'on met souvent une notion simple sur cette chose-là, c'est que finalement notre modèle économique, mais comme beaucoup de modèles économiques, mais surtout dans le métier de service, il y a deux aspects principaux. Il y a ce qui me rapporte de business et ce qui me rapporte de la valeur. Et l'un ne peut pas vivre sans l'autre, mais on peut pas mettre le curseur trop près. Mon café, il me coûte 30 centimes, je le vends 1,80, 2 euros. Là, il me crée du business. En revanche, il me faut des éléments qui me rapportent de la valeur. Le bouquet de fleurs, il va rien me rapporter. Le petit bouquin que je mets en chambre, il va rien me rapporter. La musique qu'on va entendre, elle va rien me rapporter. On va pas la facturer au client. La qualité de ma charte graphique, vous en parliez, le fait que ce soit cohérent, toujours sur les mêmes râles et les mêmes polices, ça va rien me rapporter. Donc, il faut toujours, et vous enlevez le bouquet de fleurs, le client va s'en rendre compte. Et donc, vous allez enlever, vous allez enlever du sens à ce qui vous rapporte du business aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est un peu se battre entre le petit ange et le petit diable sur chacun des épaules. Il faut des éléments qui rapportent du business, parce que ceux qui ne pensent que business et sans créer de valeur, à un moment donné, ça finit par se voir. Et ceux qui créent trop de valeur, mais sans penser à l'aspect business et rentabilité, ça finit par se voir aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment l'équilibre entre eux. Qu'est-ce qui me rapporte du business? Ma chambre, mon café, mon plat, mon soin, ma salle de séminaire. Donc ça me rapporte du business, il faut une vraie rentabilité. Et puis toutes les choses qui, dans ma salle de séminaire, mettre un crayon, une bouteille d'eau, un sous-verre, quelques bonbons, une machine à café à disposition, ça, en règle générale, on va pas le facturer, mais ça apporte de la valeur, donc ça rapporte de la fidélisation, ça apporte de la réputation, et donc in fine, ça rapporte du prix moyen et ça rapporte du business. Donc c'est véritablement jauger à chaque fois qu'on prend une décision, est-ce que ça me rapporte du business, est-ce que ça me rapporte de la valeur et comment je dose entre les deux. Mais excusez-moi, je parle un peu trop.
Non, pas du tout. Mais non, mais c'est intéressant, donc ça va. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai en plus. Enfin, c'est intéressant. Et j'aime bien l'exemple du bouquet de fleurs, etc. Parce que, mais c'est aussi, en effet, ce qui fait. Moi, je sais que je suis très sensible à ça quand j'arrive dans un établissement, aux petites attentions. Alors, c'est pas forcément un bouquet de fleurs, mais parfois il y a vraiment des détails qui font la différence et qui nous donnent envie de revenir. Et ça peut être, alors, dans un autre genre, le fait de se dire, j'avais demandé un late check-out, par exemple, l'hôtel était vide, j'avais dit, il n'y a aucun problème, je paie pour le late checkout. Le réceptionniste a demandé à son manager en disant, et le manager a dit non, mais t'inquiète pas, tu lui offres et ils partent à 19h, donc c'est plus qu'un late checkout. Typiquement, j'ai déjà réservé dans la foulée. Donc, sur le coup, il n'a pas gagné d'argent. Mais, enfin, voilà. En revanche, niveau valeur et ce que ça m'a apporté, mon premier réflexe, je suis allée sur Google et je vais laisser un avis canon parce que c'est dingue de faire ça. Enfin, tout le monde ne le fait pas. Et j'ai réservé plus tard pour un week-end avec des copines. Petit exemple qui est pas lié, mais c'est, directement, mais qui montre que parfois des petites choses comme ça fait la différence. Et bien évidemment, il faut communiquer sur votre hôtel. Donc, diffuser un petit peu partout, finalement, quand vous faites une ouverture. Donc, ça peut passer par des activités, des événements locaux, voire pourquoi pas avec la mairie, finalement, pour organiser un petit événement pour l'ouverture ou la réouverture d'un établissement. Ça passe évidemment par le web, donc un site internet que vous faites en avance. Un site internet ne se construit pas 3 semaines avant l'ouverture d'un hôtel. Il y a une notion de référencement qui est hyper importante, donc il faut le faire. Moi, j'ai beaucoup d'hôtels qui commencent à référencer leur site, un an avant. Ils achètent le nom de domaine, ils mettent un contenu provisoire, et après, vous allez, au moment de l'ouverture, vous allez donc mettre à jour, alimenter votre site avec des photographies, avec des contenus au fur et à mesure de la construction, mais votre nom de domaine va être hyper bien référencé. En réalité, ce que je conseille, c'est 6 mois avant l'ouverture, vous créez votre site web. Vous commencez à contacter les plateformes de réservation et vous créez vos réseaux sociaux. Voilà, en tout cas, c'est mon petit conseil. Et après, établir des partenariats cohérents pour vous faire connaître également. Je veux juste rebondir là-dessus très rapidement. Bien sûr, par le point de contact numérique, et on a tendance à oublier le physique, et bien sûr, vous trouverez toute la matière et les données sur le numérique. Moi, il y a quelque chose que j'apprécie chez une chaîne hôtelière française, Accor, pour pas les citer. Sur certaines ouvertures, ils font quelque chose que je trouve formidable et que je vous conseille de faire, parce qu'on pense que c'est juste mettre un site. Mais nous, on a une chance sur un hôtel, c'est qu'on fait des petits déjeuners, donc on a deux produits formidables, ce sont des croissants et du café. Et dans sa zone, que ce soit une zone commerciale, une zone résidentielle ou une zone avec des petits commerces autour, c'est quelque chose que j'encourage les hôteliers à faire au moins une fois par semaine. Je prends au moment d'ouverture, je prends un panier avec quelques croissants, un petit thermos de café, et on va présenter notre hôtel, notre équipe, le fait que coucou, on est là, voilà mon numéro, voilà mon nom. Et finalement, vous vous rendez compte que c'est vraiment à la marge, versus votre site ou les OTA sur les réservations. Mais le notaire qui est à côté, la boulangerie qui est en face, le magasin de pompe ou l'industrie qui est à côté, qui va penser à vous sur de la réservation en direct et sur de la recommandation pour ses consultants, ses formateurs, ses salariés, ses amis et autres. Ce démarchage en physique, un peu à l'ancienne, entre guillemets, un peu old school, est hyper important. C'est hyper important d'être connu, d'être reconnu dans ce que je disais précédemment sur le fait qu'on est aussi un commerce de proximité, on n'est pas enfermé, et on a eu tendance ces dernières années à se dire le commerce est né en ligne, donc on se concentre sur l'online, mais on a aussi ce côté de commerçant d'aller voir. Donc un petit tour avec des croissants et du café une fois par semaine, le matin après le petit-déj, vous ferez probablement plaisir. Au pire et au mieux, vous réussirez à choper des clients. C'est vrai, ne jamais oublier le local, ça c'est important. Et donc maintenant, on va passer le lieu-dit Nantes. Donc pour le coup, comment bien exploiter son établissement. Donc, les règles de sécurité et d'accessibilité, je ne sais pas si Pierre voulait en reparler. Très rapidement, je ne vais rien inventer, nous sommes des ERP, donc on reçoit du public et on parle beaucoup, et je tiens beaucoup quand on parle d'accessibilité, on dit c'est la chambre handicapée ou l'accès handicapé. En fait, c'est pas l'accès handicapé, c'est cette PMR, personne à mobilité réduite. Je chipote pas, en fait, je dis juste que dans les 20-30 années à venir, la population et nos clients PMR
sont pas uniquement des gens en situation de handicap, ce sont des seniors. En fait, on va avoir un très large vieillissement de la population et notre clientèle, qui va auparavant qu'on appelait plutôt senior, c'était plutôt 65, 70 ans. Maintenant, ça va être 80, 85 ans. Donc, comment j'adapte, bien sûr, mes circulations, mes chambres et autres, mais aussi mon service téléphonique, mon site web et autres. On a un vieillissement de population, donc c'est hyper important de se dire, bon, ben, je fais pas 2 chambres, je mets 2, 3, 4 chambres PMR parce qu'on me les demande. C'est aussi comment je réfléchis mon buffet, comment je réfléchis tout mon parcours en chambre, parce qu'on va avoir un vieillissement de population. Et parfois, dans certaines zones, c'est encore beaucoup plus prégnant. Si vous allez dans le sud de la France, sur tout l'arc sud-est de la France, ou si vous allez en Vendée, sur tous ces coins-là qui ont une clientèle plutôt âgée, en Bretagne aussi par chez moi, le fait est qu'il faut être hyper vigilant à cet aspect-là. PMR ne veut pas dire que personne en situation de handicap, il y a aussi cet aspect de vieillissement de la population. Cet aspect ouais, c'est vrai. C'est tout à fait exact. Donc après, il y a une partie sur les obligations administratives. Donc ça, on va le faire assez rapidement, mais il y a en effet un affichage des prix pratiqués au sein de l'hôtel qui est obligatoire en extérieur, à la réception, à la caisse, ainsi que dans chaque chambre. Chaque client doit recevoir une note comprenant l'identité de l'établissement, son classement, son numéro de chambre, la totalité des prestations fournies, avec le total à payer hors taxes et TTC. Et si l'hôtel accueille des clients étrangers, il est dans l'obligation de tenir un registre de police. Donc ça fait partie des choses à savoir. La partie licence et autorisation, je ne sais pas si Pierre, vous voulez prendre la main sur le sujet ou si vous voulez que j'en parle, dites-moi. Au même titre que les locaux de sommeil, nous, on peut être amené à servir de l'alcool et à ce titre-là, depuis une petite dizaine d'années, on doit avoir un permis d'exploitation pour la licence 4. Ça prend 3 jours. La plupart des gens vous diront 2 choses sur ces permis d'exploitation. 1, c'est ennuyeux à mourir. Et 2, ça fait quand même une bonne redite. Sur les types d'alcool, l'affichage des boissons, combien de boissons soft je dois afficher et au-dessus de mon bar pour dire que y a une alternative à l'alcool, les interdictions de fumer, le boisson pour les mineurs, l'affichage à visage découvert. Tous ces aspects-là sont des bonnes redites. Par ailleurs, des super événements de réseau, parce qu'en fait, vous allez vous retrouver dans une salle avec dans votre localité, quand vous ouvrez vous allez vous retrouver avec toutes les autres personnes qui ont racheté, reprennent ou réouvrent un établissement. Donc, vous faites votre premier réseau avec une dizaine de personnes. C'est à la marge, mais c'est hyper important. Et bien sûr, il y a une phase importante sur le permis d'exploitation qui, par ailleurs, est important de faire, ce permis d'exploitation, pour aussi vos salariés, parce que vous n'êtes pas toujours là et que vous pouvez avoir un contrôle. Et c'est bien que pour une personne en charge ou responsable sur le bar, au restaurant ou la réception, vous ayez cette personne-là qui est aussi le permis d'exploitation. Et c'est aussi une bonne redite pour souvent ces personnes. Et puis après, bien évidemment, il y a l'aspect, chaque prestation a une fiscalité spécifique. Pour la location d'une chambre, le taux de TVA appliqué est de 10%, soit un tarif réduit. Les autres prestations ont leur propre taux de TVA. Et la taxe de séjour, est mise en place par les communes, donc intégrée au prix de vente payé par le client et n'a pas d'obligation de facturer sur la facture. La notion de classement, c'est facultatif, mais vous avez tout à fait la possibilité de faire classer un hôtel. Donc, c'est hyper simple, c'est simplement une notation qui est faite par un organisme agréé. Donc, il faut un certain nombre de prestations, un certain nombre de services pour correspondre à une catégorie. Donc, si vous voulez vous faire classer, il faut tout simplement se faire agréer par un organisme. Sur le classement, effectivement, vous l'avez souligné, il n'y a aucune obligation de classement. Le fait est que c'est un classement tout à fait administratif sur souvent des caractères très tangibles de votre hôtel et qui vont rien lier à la qualité in fine et intrinsèque de votre service, de votre parcours client. C'est souvent c'est la taille des sanitaires, la taille des chambres, du Wi-Fi, pas de Wi-Fi, est-ce qu'il y a un room service, pas de room service. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a entre 20 et 25% des hôtels qui ouvrent, qui ne se classent pas, qui prennent la décision de ne pas se classer, parce que aujourd'hui, nos clients regardent beaucoup plus notre positionnement, localisation, tarif et notes surtout, plutôt que l'aspect, moi je descends dans du 3 étoiles, dans du 4 ou dans du 2. Ce que je dis souvent, c'est qu'on est les seuls à faire. Mon boulanger, il n'a pas d'étoiles. Il n'y a pas des boulangers 2 étoiles et des boulangers 4 étoiles. Mon coiffeur non plus. Le fait est qu'on est les seuls à faire ça. Savoir si mon boulanger est bon, c'est est-ce qu'il a des bonnes notes en ligne, est-ce qu'il a une clientèle fidèle, est-ce qu'il est commerçant et est-ce qu'on arrive à bien le faire. Il n'y a aucune obligation à se dire il faut que je sois 2. C'est malheureusement un peu la déformation qu'on a en France. On ouvre un hôtel. Ah oui,
c'est quoi, c'est un 2 étoiles, 3 étoiles? Ouais, c'est un vrai. pas d'étoiles. Pourquoi je devrais mettre 17 000 hôtels français, pour parler de la France, dans 5 catégories? 6 avec les palaces, mais qui est une distinction, qui n'est pas un classement. Mais le fait est que c'est trop hétérogène pour pouvoir classer ça dans 5 catégories. Donc, en ce qui me concerne, je suis partisan, ne vous classez pas. Le plus on sera à ne pas se classer, le plus obsolète sera ce classement. Après, si la seule raison qui fait que vous classiez, c'est est-ce que vous avez une clientèle ultra anglo-saxonne ou américaine à Paris? Classez-vous, parce que vous avez ça pour être référencé. Si vous êtes hors triangle d'or à Paris, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas envie ni besoin de vous classer. C'est vrai. C'est tout à fait exact. Et on va terminer par des astuces pour booster les performances dès le départ. Donc, le but, c'est toujours d'être dans une optique d'amélioration. Donc, évidemment, il faut concrétiser votre projet en optant pour les services d'un consultant spécialisé. Bon, ça, c'est un conseil qu'on vous donne. C'est pas obligatoire si vous considérez que vous avez toutes les connaissances, mais c'est quand même toujours bien d'avoir quelqu'un qui va vous donner des conseils pour des conseils sur la gestion de votre établissement, qui va… de toute façon, en règle générale, c'est bien d'avoir un deuxième regard. C'est quand même une règle. C'est très compliqué d'être seul dans une démarche d'ouverture ou entrepreneuriale. Donc voilà, et travailler davantage sur un positionnement pour obtenir justement un résultat un petit peu plus original que si vous l'avez fait vous-même, puisque cette personne va vous apporter des idées et un regard extérieur, quoi. Donc au-delà de l'aspect consultant, je dis régulièrement que le consultant est complémentaire avec les outils, quels qu'ils soient. Donc évidemment, il faut impérativement, quand vous ouvrez un établissement, avoir le minimum qui va être un channel manager, un PMS, donc channel manager pour synchroniser tous vos canaux entre Booking, Expedia et tous les sites de distribution sur lesquels vous êtes. Un PMS qui est quand même le cœur de votre hôtel. C'est ce qui va vous permettre de gérer les arrivées, le check-in, le check-out, la partie rapport, charge, etc. Mais également de communiquer avec votre client, puisque ça va vous permettre d'envoyer des emails automatiques pré-séjour, post-séjour, pendant séjour. Et évidemment, hyper important, avoir un système de paiement directement automatisé. Et du coup, voilà, pour l'image en ligne, ça passe par un site internet. Pensez au fait de le mettre à jour très régulièrement. Donc, il faut, quand vous pensez à votre créateur de site, avoir la possibilité d'avoir la main sur votre site internet. En période de Covid, les gens qui n'avaient pas la main étaient quand même vachement embêtés. Prenez, pareil, un site internet qui est adapté tout simplement à l'expérience voyageur. Un site e-commerce n'a rien à voir avec un site de réservation de nuitée, c'est complètement différent. Toujours intégrer un système de réservation. Même principe, aujourd'hui, il n'y a que 20% des gens qui appellent. Donc ça, c'est les chiffres. 80% des voyageurs réservent en ligne. Si vous n'avez pas de système de réservation, ils partent. Et pensez également, donc SEO, donc correspondent aux exigences de Google, qui vont être avoir un site internet adapté mobile, un contenu pertinent, etc., etc. Mais on avait fait un Good Morning Amenities sur le sujet. Donc voilà. Et après, les 3 principaux, e-réputation, avoir une page Google My Business, être présent sur les réseaux sociaux. Pareil, regardez les anciens Good Morning Amenities. On vous aide à comprendre par rapport à votre établissement, est-il pertinent d'être sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, parce que c'est pas fait pour tout le monde non plus. Et bien évidemment, répondre aux avis en ligne à travers TripAdvisor, Google My Business et autres. Donc voilà pour cette partie-là. Est-ce qu'avant le moment du cadeau, Pierre-Yves, vous avez des choses à rajouter? Non, j'ai rien à rajouter. Ça a été extrêmement complet sur juste une petite précision que je m'étais notée en préparant tout ça aujourd'hui sur les aspects des réseaux sociaux, des avis. Les réponses aux avis. Bien sûr, j'ai enfoncé une porte ouverte. Vous devez répondre à vos avis, mais c'est aussi un élément de marketing direct important. Vous transmettez énormément de messages dans la réponse. La réponse à un avis positif ou négatif n'est jamais pour la personne qui a laissé un avis et pour le futur visiteur qui va j'ai eu un problème avec le Wi-Fi. Oui, mais le Wi-Fi, on l'a réglé depuis. Votre hôtel est idéalement situé entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel. Effectivement, notre hôtel est idéalement situé entre Saint-Malo et Mont-Saint-Michel. Et je rabâche et je rabâche et je rabâche. Et donc, on parlait de prise de parole et d'éléments importants tout à l'heure. C'est ce marketing direct qui est important. Ça, c'était sur les avis. Sur l'aspect des réseaux sociaux. Alors, je peux juste dire un truc sur les avis. Sur les avis, je vous rejoins. Et on avait fait l'épisode 8 de Good Morning Amenities, était sur ce sujet-là. Et même plus important, parfois, en répondant à un avis négatif,
on arrive à transformer quelqu'un en client. Parce qu'en fait, si la réponse est pertinente, c'est le meilleur. Moi, tout le monde les a dit, c'est le meilleur outil. Si ça met à la fois en avant vos qualités commerciales, votre réactivité à régler un problème ou potentiellement à démonter des arguments qui pourraient être considérés comme attaquant vos valeurs ou fallacieux ou tout ce que vous voulez, l'idée, ça met en valeur aussi vos qualités humaines sur la réponse. Mais ça, c'est hyper important. C'est du marketing. Et en deuxième lieu, on parlait des réseaux sociaux. Voilà, exactement. Et sur les réseaux sociaux, je suis absolument pas expert des réseaux sociaux. On l'aborde avec beaucoup de clients qui vont acheter des hôtels. Moi, je travaille avec des gens qui se sont lancés dans l'hôtellerie, qui n'étaient pas du tout du secteur et qui n'étaient pas forcément digital native, comme on dit. Il y a une règle assez simple sur les réseaux sociaux, c'est toujours respecter un rythme ternaire. On parle de son offre, donc mon hôtel, son petit déjeuner, la chambre. De la destination, je parle de Nantes, de la Bourboule, des Sables d'Olonne, de Paris, de mon quartier. Donc l'offre, la destination et d'un moment. Un petit café au moment de l'arrivée, un selfie avec un client, la gouvernante qui dépose des fleurs. Donc offre, destination, moment. Sans être expert des réseaux sociaux, on peut se dire est-ce que j'ai respecté ce rythme avec un post tous les 2-3 jours sur les plateformes que vous jugerez utiles. Et offre, destination, moment, c'est un truc, on l'a pas inventé, mais qui trahit assez peu les exploitants hôteliers qui ne sont pas forcément en permanence sur leur téléphone ou en permanence en train de faire des stories ou autres, mais qui permettent d'insuffler une sorte de petite rigueur de ce point de vue-là. Donc, offre, destination, moment. Très, très juste. Et bien maintenant, c'est notre moment préféré qui est le moment du cadeau. Donc, il y a plein de cadeaux. C'est ça. Donc là, c'est plein de cadeaux pour cette semaine. Donc, il y a un cadeau qui va être fait en tirage au sort. Donc, c'est une nuit pour deux, petit déjeuner inclus, au lieu-dit Nantes. Donc, vous êtes chanceux. Donc, c'est l'occasion d'échanger sur ce projet, mais aussi sur une problématique propre à votre métier d'hôtelier. Donc, voilà, c'est très généreusement offert par Pierre-Yves, pour le coup. Donc, pour participer, c'est hyper simple. Il faut vous abonner à la chaîne YouTube, vous likez et vous mettez un petit commentaire pour dire que vous participez ou juste nous raconter votre journée. Le but, c'est de vous lire et ça nous fait plaisir. Et après, il y a le cadeau Amenities, donc là, qui n'est pas en tirage au sort, qui est pour toute la communauté Amenities. Donc, c'est un guide qu'on a établi avec les 10 erreurs à éviter lorsque l'on ouvre un hôtel. Et on vous fournit également un template de business plan. Parce qu'on se dit, voilà, c'est pas facile pour tout le monde. Donc, déjà, si on vous donne une structure, a priori, c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider. Donc, voilà pour la petite doc. Quelque chose à rajouter, Pierre? Oui. Ouais, donc, du coup, je serais vraiment ravi d'accueillir certains des auditeurs entre guillemets au lieu-dit pour parler des différents projets hôteliers du lieu-dit ou de Nantes, pour simplement rapidement parler du lieu-dit parce que j'ai pas eu le temps énormément d'en parler, mais je vais faire extrêmement rapide et moins bavard que d'habitude. Le lieu-dit sera un hôtel, c'est un lieu de destination de 31 chambres qui sera dans le quartier Sainte-Thérèse à Nantes et qui se veut avant tout citoyen parce qu'on a une vraie volonté d'aller travailler de la chambre avec quasiment 100% d'éléments en réemploi, avec des outils d'économie d'eau et d'électricité, avec un petit déjeuner qui aura fait moins de 50 km, avec une démarche extrêmement locale sur l'ensemble des approvisionnements. Donc c'est aussi changer de paradigme sur comment je crée un hôtel sans avoir recours uniquement à du neuf et comment on réinsère du réemploi. Deuxièmement, c'est un lieu de festif parce qu'on recrée un grand rez-de-chaussée avec une halle récréative, avec une pizza, avec un bar, avec une épicerie de quartier. L'idée, c'est vraiment de travailler un petit espace d'épicerie de quartier et puis quelque chose d'hyper optimiste parce que que ce soit sur l'identité graphique, ce qu'on va faire sur les fresques, sur les façades du bâtiment, garder un message très optimiste parce que pour vous dire, dans la lettre que j'ai écrite à mes enfants, c'est que certes, l'hôtellerie, dans sa manière dont elle est le meilleur greenwasher au monde, dont l'hôtellerie ne prend pas en compte les aspirations et la recherche de sens de ses nouveaux clients, on peut peut-être essayer de faire quelque chose de différent avec mes petits moyens, mes petits points et les petits moyens qu'on a sur un hôtel indépendant à Nantes, projet que je mène tout seul. Mais on peut être optimiste en se disant, tiens, est-ce qu'on peut changer de logiciel, de paradigme sur comment je consomme, comment je crée un peu de contraintes aussi en disant que, je vous donne un exemple, il n'y aura pas forcément de jus d'orange au petit déjeuner parce que on fait des super jus de pommes et des jus de poire en Loire-Atlantique, mais le jus d'orange, il aura fait 1500 bornes, donc on n'en veut pas. Donc comment on change un peu ces curseurs-là vis-à-vis de nos clients et puis comment on essaie de construire une vision un peu
alternative et un peu singulière du monde hôtelier. Donc, je serais très heureux d'en discuter avec toute personne qui souhaiterait prendre contact avec moi ou sur des sujets d'hôtel, parce que des ouvertures d'hôtel, j'en ai fait un certain nombre depuis bientôt 9 ans. Eh ben, c'est très sympa. Merci beaucoup Pierre-Yves. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette émission, d'avoir été au rendez-vous. Vous êtes toujours très nombreux, donc voilà. Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous. Au revoir. À bientôt.